Le football est-il ce genre foireux bien fait pour les petits caves, comme disait Louis-Ferdinand Céline dans Mort à crédit, ou bien est-il un ballet de danseurs étoiles revêtus de tuniques Nike élégantes et amoureux du beau geste, ou bien encore un jouet doré sur tranche pour grands capitalistes qataris ou lyonnais? Réponse ce matin, à la veille de la reprise du championnat de France de Ligue 1, en compagnie non pas de mercenaires du foot business, ni d'esthètes tentés par l'intimidation culturelle, mais d'amateurs au regard singulier et néanmoins pénétrant, comme une paire d'Adidas Predator dans le frais cresson vert. À savoir Alexandre Pedro, journaliste qui signe notamment des articles dans SoFoot ou encore 20 minutes, Franck Évrard, professeur de littérature à Paris 7 et auteur notamment d'un dictionnaire passionné du football, et enfin Antoine Fenolio, designer et commissaire de l'exposition Foot et Design, un enjeu collectif à la Cité du Design de Saint-Étienne. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Alexandre Pedro, à chaque début de saison, des clubs de deuxième division montent en Ligue 1. On les appelle les petits poussets. Pouvez-vous nous présenter ceux de cette année et nous dire quel sort les attend selon vous? On a en effet l'impression que tel Icare, il monte souvent en Ligue 1 pour mieux s'y brûler les ailes. Alors, pour s'en tenir aux chiffres, bêtement, froidement, sur 3 clubs qui montent en Ligue 1, généralement, il y en a un qui descend. Voilà. Alors c'est lequel Voilà les cette chiffres. année? Quels sont ces petits poussets et quel est celui à qui vous promettez les enfers? Les 3 peuvent se maintenir. Alors, celui à qui on promet l'enfer, évidemment, c'est Ajaccio. Ajaccio qui est présidé par Alain Orsoni, ancien du FLNC, qui a une vie assez romanesque, peut-être le président le plus romanesque de toute la Ligue 1. Donc il y a un casting assez improbable entre Ajaccio, présidé par Alain Orsoni, et Evian Tonan-Gaillard, qui est un peu la danseuse du groupe Evian. Et Evian Tonan-Gaillard, 3 villes Franck Ribou, de PDG Franck Ribou, de Danone. avec Bichente Lizarazu, Zinedine Zidane, Christophe Dugarry, qui sont actionnaires, enfin très minoritaires. Ils ont mis à peu près 30-40 000 euros chacun dans ce club-là. Donc c'est un club assez étrange, qui naît de la fusion de 3 équipes et qui joue à Annecy. Donc, Oui, Evian Tonon-Gaillard et qui joue à Annecy. Annecy donc, et qui voulait même jouer un moment à Genève. Donc c'est un club dont on a beaucoup de mal à situer l'identité, et qui a fait un recrutement assez intéressant, puisqu'ils ont fait un recrutement en prenant des joueurs qui ont la trentaine passée, des joueurs dont le nom parlera plutôt dont le fait de gloire remonte plutôt il y a quelques années, comme Jérôme Leroy, Siné Govou, Cédric Barbosa. Donc on a l'impression un peu dans un jeu vidéo début des années 2000. C'est assez marrant de voir ce club-là. Et après, un club dont on ne connaît pas grand-chose, c'est Dijon, parce que Dijon, c'est l'autre club de la Bourgogne, et pourtant la Bourgogne, c'est surtout Auxerre. Donc un club qui a du mal, qui est resté souvent dans l'ombre du club de Giroud. Donc voilà, ces 3 clubs-là, 3 clubs très différents. On va dire que les pronostics donnent plutôt Evian Tonan-Gaillard se maintenir parce qu'il y a vraiment et des joueurs assez Ajaccio menacé. Ajaccio, oui, menacé. Mais moi, je les verrais bien se maintenir parce qu'ils ont fait un coup assez marrant, parce qu'ils ont recruté un joueur, un gardien mexicain, qui s'appelle Javier Ochoa, un joueur très très connu au Mexique, qui est gardien de l'équipe du Mexique, qui devait partir peut-être au PSG, on parlait de lui à Barcelone, sauf qu'il a été contrôlé positif pendant la Copa América. Et Ajaccio, à ce moment-là, l'a contacté. Et Ochoa a été blanchi. Et du coup, l'affaire est passante, personne ne voulait recruter, donc il est parti à Ajaccio. Alors, Franck Évrard, à l'instant, Alexandre Pedro nous parle d'affaires qui sentent la poudre, de joueurs de contrôlés positifs à des dopants divers et variés, de rafales peut-être de balles contre le président du club d'Ajaccio, ce qu'on ne lui souhaite pas bien évidemment. On dit souvent que les petits poussets du championnat sont menacés, ou en tout cas risquent de connaître les bas-fonds du championnat, voire de tenir le rôle de la lanterne rouge. Qu'est-ce que vous inspire à vous, professeur de littérature, ce vocabulaire qui fleure bon les ambiances interlopes, les bagarres au couteau? On se croirait chez Macorlan. Oui, lanterne rouge, c'est une assez belle expression. On reproche souvent à la langue journalistique d'être un petit peu figée, d'être
d'employer énormément de clichés. Il y a aussi une langue footballistique qui est très imagée, très riche, très inventive. Il y a des expressions comme effacer son adversaire, tirer dans le décor, c'est-à-dire envoyer la balle loin du but, ou encore vendanger, c'est un petit parfum d'automne, de faire une toile, de lancer dans le trou, de mettre dans le vent, c'est-à-dire d'effacer un adversaire grâce à une feinte ou un crochet. Et là, il y a une sorte de génie populaire de la langue qui se manifeste. Et il y a quand même une difficulté à réinventer cette langue chez les auteurs de littérature qui se mêlent, qui s'emparent de ce sujet qui est souvent un sujet qui les passionne, comme simple spectateur ou comme pratiquant du football. Est-ce qu'il y a des trouvailles, des choses qui ont permis donc de réinventer, d'apporter un peu de nouveauté dans ce langage footballistique? Absolument. Et il y a un grand rêve des écrivains, c'est de trouver une espèce d'analogie entre le jeu footballistique et l'écriture, de trouver une équivalence entre la geste sportive et le geste même de l'écriture. Alors, il y a par exemple Jean-Louis Crimon dans Verlaine, Avant-centre, un beau titre, qui rêve autour de la ponctuation. Ou autour des majuscules. Par exemple, le CC10, c'est le gardien qui attend le ballon. Le point d'exclamation, c'est le ballon qui heurte le poteau. Le point, c'est évidemment le rond central. Le point d'interrogation, c'est le gardien qui s'élance pour rattraper la balle. Donc, vous voyez, sans arrêt, cette espèce de rêverie un peu, en philosophie, on appelle ça le cratilisme, c'est-à-dire d'essayer de coller à la réalité même du terrain. Et il y a même un travail sur la mise en page des textes qui rappellent les calligrammes d'Apollinaire, où on s'inspire chez les écrivains de la mise en place tactique sur les tableaux qu'on voit les entraîneurs dessiner sur les tableaux blancs. Absolument, et c'est un merveilleux roman de Georges Londex qui s'appelle Le Football, où justement il reproduit la composition de l'équipe, et où il rêve aussi autour des deux lettres un peu magiques, WM, qui était une stratégie d'attaque au football. Que vous connaissez, Alexandre Pedro? C'est l'équipe de Hongrie des années 50, de Puskás, des Koutis, un système totalement révolutionnaire. Et ils vont jouer à Wembley en Angleterre. L'Angleterre invaincue à Wembley, et ils gagnent 6-2, je crois, et 5-3 le match suivant. Et c'est la révolution, c'est un autre football qui émerge, un football... Voilà, c'est la poésie. La Hongrie, 54, c'est sans doute l'équipe la plus romanesque de l'histoire du football. Alors on pense à Georges Perec, mais alors WM, qu'est-ce que c'est ces deux lettres? Alors le schéma tactique, en fait ça préfigurait plus ou moins le 4-4-2, sauf que au lieu d'avoir 4 attaquants comme à l'époque de la Hongrie, maintenant avec le 4-4-2, il n'y en avait plus que 2. Mais le WM, c'est tactique. Alors, je crois qu'il y a 3 milieux, 3 avant, et le WM peut se retourner d'ailleurs en MW. Donc un jeu purement littéraire, un jeu de lettres. Une sorte de palindrome. Oui. Antoine Fenolio, vous, designer, je voudrais qu'on continue avec ces petits poussés de la Ligue 1. Quand ils montent dans les hautes sphères du football, ces clubs arrivent souvent à lever un peu d'argent frais. Et alors, le design entre en jeu avec des nouveaux maillots, des nouvelles couleurs, parfois des logos tout neufs. Quel regard portez-vous sur ces mutations ? Comme on vient de le voir, en fait, le petit pousset souvent est obligé d'être très inventif. Il est inventif et c'est pour ça que c'est un petit pousset, c'est pour ça qu'il est passé à la division supérieure. Et finalement, ça ne manque pas non plus dans le design. C'est-à-dire qu'on essaye, avec le design, d'apporter quelque chose qui pourrait être de l'inventivité du petit pousset qui va avoir à lutter contre plusieurs choses. Déjà, d'une part, souvent des clubs qui ne sont pas structurés d'un point de vue du design et qui visent ou qui ont en ligne de mire des gros clubs qui, eux, font force marketing et autres publicités. Ça ne veut pas dire que ça soit très réussi au niveau du design, mais en tout cas, il y a des moyens. Et donc, les petits poussets sont totalement tiraillés entre, finalement, cette vocation à l'origine qui est très populaire. Par exemple, on le voit sur la SSE, qui est le club de Saint-Étienne, où au départ, les logos sont des logos qui ont été dessinés finalement par des clubs d'ouvriers qui jouent au foot. Des logos très simples, avec cette petite couleur verte très très simple. Et puis petit à petit, ça évolue. La mythologie du club rentre. Salif Keita, un grand attaquant de Saint-Étienne, arrive. Son emblème est la panthère, donc la panthère arrive dans le logo. La panthère noire. La panthère noire. Et puis, au fur et à mesure, tout ça n'est pas du tout
designé entre guillemets, c'est-à-dire que tout ça est fait sur un coin de table en fin de saison ou en début de saison, en se disant tiens, notre équipe progresse. Donc on a quelque chose du blason qui arrive, on se revendique, et puis arrive le marketing. Alors le marketing fait qu'on se confronte à plein d'autres univers qui ont beaucoup plus d'argent que soi et beaucoup plus de moyens de communication. Donc la Panthère Noire est obligée de disparaître parce que la panthère, on sait que c'est le logo d'un grand équipementier et que quand on est sponsorisé par le frère ennemi, difficile de garder sa panthère sur soi. Et donc du coup, on sacrifie la panthère sur l'autel du merchandising. Voilà, exactement. Il y a à la fois cette panthère qui est malheureusement sacrifiée, et peut-être qu'avec on sacrifie le beau jeu, qu'on sacrifie aussi peut-être la force de cet attaquant qui était là. Et en même temps, on essaye de remettre quelque chose de l'ordre de la rassurance, de dire voilà, maintenant on a un club sérieux, donc on a un blason, on a une étoile parce qu'on a gagné plusieurs fois la Coupe de France, etc. Mais on perd un petit peu aussi de ce mythe qui est, à mon avis, en tout cas dans ce que je vois, ce que j'ai vu du design aujourd'hui, quelque chose qui est... Le mythe est aussi la force du petit pousset. Et si on perd le petit pousset qui est en soi, on prend un risque. Alors Franck Évrard, à propos de ce mythe du petit pousset, comment le professeur de littérature que vous êtes interprète-t-il cette référence au conte de Perrault à propos d'équipes de football, puisque si les clubs, les petits clubs sont des petits poussets, qui est l'ogre de cette histoire et qui sont surtout les fillettes que l'ogre finit par tuer ? Oui, alors là nous sommes plongés dans une oralité cannibalique que l'on trouvait dans le conte de Perrault. Je crois que le football est assez coutumier de toutes les perversions. Parmi ces perversions, il y a par exemple donc l'oralité, il y a le fétichisme, fétichisme au niveau des chaussures, des gris-gris. Il y a également cette espèce de pulsion un peu épistémophile chez le supporter qui aime bien lire, qui aime bien noter les joueurs, qui recense toutes les informations sur les joueurs. Perversion encore. Déjà qu'ils ne puissent pas jouer avec les mains, déjà ça vous a intrigué. C'est pour ça, pour en revenir un petit peu à l'ogre, et nous sommes un peu dans une configuration oedipienne, si on fait un peu de psychanalyse de bazar. Et la particularité du joueur de foot, c'est qu'il n'a pas le droit de se servir des mains. Les mains, c'est quand même l'organe technologique par excellence qui donne une maîtrise à l'homme. Or, le pauvre joueur de football est condamné à jouer avec les pieds, à trébucher un peu comme Oedipe, à boiter, à souvent être victime de... On ne dit pas qu'il a les pieds enflés comme Oedipe, mais que parfois il a les pieds carrés. Oh, absolument. Donc ce joueur erre tant aéré, voilà encore un exemple. Et puis parmi les... On peut parler aussi de perversion. Je pense toujours dans l'imaginaire collectif des Argentins, la primauté qu'a le but marqué de la main de Maradona par rapport à l'autre but absolument sublime, le deuxième but. Pourquoi 86 qui survient après la guerre des Malouines, donc une sorte de revanche nationale par ce but, et le but de la main est presque plus célébré que son but qui est considéré comme le plus beau but de tous les temps. Quand les équipes arrivent sur le terrain, le public applaudit sur tous les gradins. Le coup d'envoi est donné presque aussitôt et tous les joueurs déchaînés vont à l'assaut. Football! C'est l'équipe bleue qui va gagner, non, c'est l'équipe des blancs rayés. Football! C'est le photographe près du filet qui reçoit le ballon en plein portrait. Football! Un spectateur plein de passion de son voisin casse le lorgnon. Et ce dernier, très excité, lui flanque un grand coup de poing dans le nez. 1-0, football! Le ballon sur le stade envoyé par les coups de tête. Et Football donc, chanté par Rogers. On va parler maintenant de ce qui passionne et de ce qui excite non seulement les supporters, mais tout le landerneau footballistique. Ce sont les histoires de gros sous. Alexandre Pedro, l'information qui agite tout ce petit monde du foot français cet été, c'est l'arrivée d'investisseurs du Qatar dans le capital, notamment du PSG. Et à ce sujet, les fantasmes vont bon train. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce mélange de haine et d'amour qui entoure ces nouveaux barons du foot français ? C'est assez marrant de voir l'évolution
sur le Qatar. Quand le Qatar a eu l'attribution de la Coupe du Monde 2022, on va dire que l'accueil de la presse française, et moi le premier, était assez plutôt frais, en disant qu'est-ce qu'on va faire une Coupe du Monde par 40 degrés. Dans un émirat grand comme la Corse. Voilà, avec 10 stades qui vont être les uns à côté des autres, ça un petit peu saugrenu. Par contre, étrangement, le fait que les Qataris investissent au PSG, c'est plus ou moins passé comme une lettre à la poste. Peut-être parce que le foot français souvent vécu comme un football un peu déclassé, un peu pauvre par rapport à l'Allemagne, enfin, surtout l'Angleterre et l'Espagne, et un peu l'Italie. Giroud utilisait une expression assez marrante là-dessus, il disait que la France était devenue un peu la Bulgarie de l'Europe de l'Ouest. Et donc, en même temps, Alexandre Pedro, Giroud toujours, donc cet entraîneur légendaire de l'AJ Auxerre, déclarait dans le journal L'Équipe hier que avec la montée des petits poussets, et notamment d'Evian Tonon sous la houlette de Franck Ribou, on avait droit avec Franck Ribou à un directeur de club, un président de club qui ne soit pas un prince arabe. Oui, même et Chantal Joanneau aussi a fait cette réflexion chez vos concurrents. Une radio privée. Elle a été d'ailleurs plus ou moins reprise à l'ordre par Nicolas Sarkozy, dont l'amour pour le PSG n'est pas un secret. En fait, en football, on se rend compte que l'argent n'a pas d'odeur, il n'y a pas vraiment d'origine, et que les supporters du PSG, qui étaient très en colère contre leur précédent actionnaire, qui était un fonds de pension américain, Colony Capital, ils étaient surtout en colère, pas parce que c'est un fonds de pension américain, surtout parce que ce fonds de pension ne mettait pas assez d'argent à leur goût dans le club, et que le club devait se contenter de joueurs. Donc même les supporters les plus extrémistes sont prêts à mettre de l'eau dans leur vin. Je pense du supporter moyen, je ne parle pas des gens de Boulogne ou d'Autogne, du supporter moyen. Et là, il est quand même très content de voir le PSG mettre 80 millions d'euros dans son club. Antoine Fenolio, votre exposition Foot et Design à la Cité du Design de Saint-Étienne se fait l'écho de l'importance prise par l'argent, par le merchandising autour des joueurs de foot, avec par exemple les maillots déclinés selon plusieurs gammes pour être vendus à des accros plus ou moins fortunés. Le joueur de foot professionnel n'est-il pas aussi un objet à designer pour vendre les marques qu'il sponsorise et celles auxquelles il s'est vendu? Probablement que le joueur de foot, en tout cas, est ce qu'on appelle une PLV. Une publicité sur le lieu de vente, on va dire. Un homme sandwich, comme on disait autrefois. Un homme sandwich. Néanmoins, ce qui est assez étonnant, c'est c'est un univers, ça a été très frappant quand on a préparé l'exposition, c'est un univers où il y a un décalage extrêmement fort entre les moyens et le résultat. C'est-à-dire que si on voit les moyens qui sont mis dans le foot, l'argent dont on parle, les millions dont on parle pour acheter un joueur, et le résultat d'un point de vue du design, c'est assez nul. C'est-à-dire que vraiment, quand on arrive à un résultat qui est correct, c'est quand on rentre chez les amateurs. C'est-à-dire que quand une marque comme Decathlon va développer une cage pour jouer au foot n'importe où, avec un nouvel usage, etc., là, c'est intéressant parce qu'on a un prix correct avec un design intéressant. Mais dans le milieu vraiment très professionnel, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est ce décalage-là entre la médiocrité du design qui peut ressortir d'autant d'argent. On se dit, alors soit le design est très secondaire. Vous ne vous extasiez pas sur les paires de chaussures, les Adidas Predator dont je parlais tout à l'heure, par exemple? Il y a énormément d'imagerie autour de ça, du Predator, rien que le nom déjà fait rêver, on voit les griffes au bout des semelles, etc. Mais en soi, la chaussure est assez nulle. Enfin, je veux dire, par rapport à tout ce battage, par rapport à toute cette publicité qui est faite, etc. C'est parce qu'il y a un conservatisme esthétique chez les équipementiers? Il n'est pas tant esthétique parce que l'esthétisme, c'est pas grand-chose dans le design, c'est vraiment la peau. Mais par contre, dans le fond, le conservatisme est très très fort, notamment dû à des règles extrêmement fortes. C'est-à-dire que, par exemple, contrairement à la Formule 1, ou qui va être portée par les équipementiers ont intérêt à ce que ça bouge, ont intérêt à ce que les règles changent régulièrement pour faire progresser leurs autos. Dans le foot, non. La FIFA n'a aucun intérêt à ce que ça bouge et faire, par exemple, proposer un ballon qui s'illumine quand il va passer la ligne de but ou de touche, c'est quelque chose d'aberrant qui ne peut pas avancer. Donc le ballon reste bien rond, bien opaque, avec bien le même poids qu'il y a exactement 30 ans. Franck Évrard, vous écrivez attentif aux perversions, on l'a compris, que le football moderne est gangréné par l'argent et qu'il serait, ce faisant, un lieu névralgique où s'exprime la pulsion anale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Je crois que ça remonte à ce cher Sigmund Freud. Oui. Et puis c'est une histoire de dire aussi que le capitalisme constitue peut-être une des expressions métaphoriques
du caractère anal. Qu'est-ce que c'est un caractère anal? Je crois qu'il faut se référer un peu à des thèmes comme le tenu et le lâcher, l'assimilé, l'expulsé, le dur et le mou. On se croirait chez Roland Barthes, là. Oui, et il n'empêche que dans les textes littéraires, c'est tentant de repérer un caractère anal à chaque fois qu'il est question d'un score tenu ou lâché, d'un stade plein ou vide, d'une entrée ou d'une sortie de terrain ou d'un match gagné ou perdu. D'ailleurs, il y a une phrase très très anale, c'est qui perd gagne aussi, qui fait partie de cette analité. Alors évidemment, Freud, bien sûr, c'est la fameuse équation fesses égale or, matière fécale égale richesse. Et on serait tenté évidemment d'évoquer par exemple Giroud, connu pour son avarice. Et justement, Franck Évra, vous qui êtes intéressé par une lecture psychanalytique du football, pas seulement, mais aussi, comment vous vivez-vous le fait que votre nom sonne comme un mixte de ceux de Franck Leboeuf et de Patrice Évra, soit d'un héros de la Coupe du Monde 98 et d'un loser de la dernière Coupe du Monde? Oui, ce ne sont pas deux joueurs dans lesquels je me reconnais. Alors dans lesquels vous reconnaissez-vous? C'est vrai que oui, le nom de Leboeuf peut renvoyer à une image assez virile. négative et assez virile, du football.